Et bien le bonjour à tous et bienvenue sur un petit épisode de Tuto Mecha et aujourd'hui on va parler freinage. Alors, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire que j'ai créé ma page Utip. Donc s'il y en a qui veulent soutenir la chaîne, pour l'instant je viens de la commencer, je tâtonne un peu. Je vais vous mettre le lien et un peu plus tard vous faire une petite vidéo un peu plus précise à propos de Utip. Pour ceux qui veulent aider à soutenir la chaîne, soutenir les différents projets. Voilà, je vous pose ça là, et on n'en parle plus. Bon, aujourd'hui, on va parler freinage. L'histoire, comment ça marche, et comment l'améliorer. Alors le principe du freinage, il est très simple. Hein. Depuis le début, la base, c'est de frotter quelque chose contre autre chose. Les pieds par terre, n'importe quoi. Après, on a un peu amélioré ça, et on a créé ce qu'on appelle des freins à tambour. Ça a équipé de nombreuses motos, ça équipe encore des voitures aujourd'hui, ça équipe par exemple la mobilette. Alors le principe est très simple, c'est deux demi-lunes qui sont dans ce qu'on appelle tambour. Ces demi-lunes en bas ont un point fixe, on va dire, qui ne bouge pas. En haut, elles sont posées, on va dire, contre un rond et au milieu c'est plat. Et quand on va freiner, en fait, on va tourner ce truc, et les lunes qui sont à côté, en fait, vont s'écarter et frotter contre le tambour. Ça existe depuis le tout début, et ça a commencé à être remplacé tout doucement par le frein à disque seulement dans les années 60. Et encore, jusque dans le début des années 2000, certaines motos étaient encore équipées de freins à tambour. Le frein à tambour, au début, c'était très simple, hein, c'était un câble, une poignée, c'était les freins à câble encore, donc assez peu fiables. Le câble pouvait casser, la vis qui serrait le câble pouvait glisser, enfin, c'était un système, on va dire, assez efficace pour le poids et la puissance des motos de l'époque, mais aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Et comme dit, après, on en est venu au frein à tambour. Et la première moto a été équipée de série en frein à tambour, et la Honda CB 750, four. Ouais, c'est la grand-mère de celle-là. 750 fours, c'est ça, hein. Donc effectivement, la première moto à être équipée en frein à disque, c'était un 750 fours. Un freinage à disque se compose de plusieurs éléments. Un maître-cylindre, une durite hydraulique, un étrier de frein et un disque ou plusieurs disques. Pour expliquer très simplement l'avantage et la force de ce système, on va encore revenir à des principes physiques très simples. Ceux qui ont fait un petit peu de mécanique des fluides ou de physique à l'école et qui ont un peu suivi, vous allez comprendre ça très rapidement. Prenez deux seringues par exemple, avec une seringue qui a un piston d'une surface d'1 cm² et l'autre seringue qui a un piston d'une surface de 2 cm². Donc le piston le plus petit sera notre maître-cylindre, parce qu'en général il fait aux alentours de 15 mm de diamètre, et le piston le plus gros fera office d'étrier. Quand on pousse le piston d'1 cm², le piston de 2 cm² n'avancera que d'1 demi-centimètre, mais avec 2 fois plus de force. Plus on a de piston, plus on aura de surface et donc de force potentielle. Ça, je vous l'expliquerai après. Donc vous avez compris que le système est très simple en fait. On appuie sur du fluide, le fluide se déplace et appuie sur les pistons qui appuient sur le disque qui tourne. Très simple. Déjà, pour entretenir votre freinage et qu'il soit au maximum performant d'origine, il y a des entretiens assez simples à faire. On vidange son circuit de frein tous les 2 ans maximum, parce qu'il se charge en humidité. Le problème avec l'eau, c'est quand on la met sous pression, parce qu'il y a quand même pas mal de pression là-dedans. Quand on la met sous pression, ça chauffe et ça boue. Et ça vous fait de l'air dans le circuit. Et de l'air dans le circuit de fluide, c'est pas bon du tout. Ça fait une poignée très molle et plus de frein. En opération principale qu'il faudra faire, c'est effectivement changer le fluide, contrôler souvent l'état des plaquettes et du disque. L'épaisseur minimale est inscrite sur le disque. Maintenant, pour améliorer son freinage, on va essayer de mettre ça de la moins chère à la plus chère. On va pouvoir changer ses plaquettes. Alors les plaquettes, il y en a plusieurs types. On a des plaquettes organiques sur les vieux modèles, si vous avez vraiment des vieilles motos, ou alors peut-être sur des VTT, mais il existe des plaquettes organiques. Donc c'est-à-dire c'est des choses qui ne sont pas en métal, c'est des plaquettes qui sont ou encore vraiment à l'ancienne, en amiante, ou en Kevlar. C'est des plaquettes qui sont très molles, qui suffisent pour un usage urbain, ou vraiment très très cool. Mais moi, je vous conseille vraiment pas ce genre de plaquettes. Ensuite, on a les plaquettes en métal frité. Si vous avez un usage classique de la moto, extra-urbain, un petit peu d'attaque de temps en temps,
C'est vraiment ce que je vous conseille. Le métal frité, en fait, c'est des particules de métal qui sont compressées, chauffées, et du coup, ça accroche beaucoup plus sur le disque. On a un freinage qui est beaucoup plus mordant. Le problème, c'est que le disque va s'user plus vite, parce que la plaquette est plus dure. Attention, si maintenant, vous faites beaucoup de descentes en moto, ou que vous avez tendance à très souvent freiner, ces plaquettes-là auront tendance à vitrifier. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura une modification d'état de la surface des plaquettes, ça va faire comme du verre, ça sera trop lisse, et ça ne va plus freiner sur le disque. Des plaquettes qui surchauffent, pas la bonne idée. Après, on a encore, en dernier cas, les plaquettes racing. Les plaquettes racing sont vraiment conseillées pour de l'usage circuit. Elles ne servent à rien en usage routier normal, pour aller chercher le pain, ou pour monter un col. Vraiment, c'est inutile. Elles ont besoin de chauffer pour être efficaces. Après, une fois qu'elles sont chaudes, c'est-à-dire qu'entre 150 et 200 degrés, à partir de ce moment-là, elles commencent à être ultra efficaces, ultra performantes, peuvent vraiment encaisser de très gros freinages, mais vraiment, ça sert uniquement pour circuit. Ça ne sert vraiment à rien en ville ou dans l'usage que je fais de mes motos, ça ne sert absolument à rien. Donc on a ces trois types de plaquettes. Les organiques, qui n'existent quasiment plus ou vraiment sur des très vieilles motos. Les plaquettes en métal frité, celles que je vous conseille, à éviter sur les disques en fonte. Les disques maintenant sont quasiment tous en acier. Et les plaquettes céramiques si vous utilisez votre moto en piste. Ensuite, pour encore améliorer votre freinage, on va pouvoir changer les durites. Alors, les durites, en origine, sont la plupart du temps en caoutchouc. Sauf sur les motos type sportive et compagnie. Mais les durites sur mes motos, en origine, sont en caoutchouc. Alors, le problème de ces durites en caoutchouc, c'est lors des forts freinages, où on met beaucoup de pression, ces durites auront tendance à légèrement se dilater. Du coup, c'est de la pression qu'on perd dans la durite. Aussi, une durite en caoutchouc est censée changer tous les 4 ans. Pour éviter ça, on peut passer sur de la durite aviation. La durite aviation, comme son nom l'indique, provient du domaine de l'aéronautique. En fait, c'est simplement, effectivement, une durite de base dans un matériau type caoutchouc ou je sais pas quoi. Et ensuite, autour, on a un maillage en acier qui évite cette dilatation. La durite aviation est beaucoup plus fine qu'une durite en caoutchouc, mais elle est aussi beaucoup plus rigide. Elle ne se déformera pas, elle encaissera beaucoup plus de pression, elle est beaucoup plus solide, pour un prix relativement raisonnable. Pour changer vos durites, financièrement, sur une moto sans ABS simple disque, faut compter environ 70 €. Sur du double disque sans ABS, une centaine d'euros à peu près. Et sur du double disque avec ABS, en fonction des systèmes, on peut compter environ 150 €. Ensuite, pour encore améliorer votre freinage, on peut changer le mètre cylindre. Alors, on va pouvoir changer le mètre cylindre. Les anciennes sont souvent équipées de mètre cylindre axial. Je vais vous montrer, c'est très simple à comprendre. Et on va pouvoir changer par un mètre cylindre radial. Alors je vais vous prendre et vous allez voir, c'est très simple. Le mètre cylindre axial. Vous voyez, quand on appuie, le piston est ici. Donc on appuie comme ça. Il y a comme un renvoi d'angle. Le mètre cylindre radial, quand on appuie, la force elle est comme ça, directement sur le piston. Ça, c'est un mètre cylindre radial. Donc, on peut effectivement changer ce mètre cylindre. Vous commencez à attaquer un petit peu, vous voulez faire des petites insertions circuit, vous sentez que votre freinage manque un petit peu. Mais uniquement après avoir remplacé vos durites Avia et compagnie. Je vous conseille pas de changer un mètre cylindre en gardant une durite caoutchouc. Votre mètre cylindre radial va avoir des caractéristiques spéciales, particulièrement le diamètre du piston. Alors, ça sert à rien de mettre le plus gros piston possible. Pourquoi ? Ça va dépendre en fait, déjà de votre nombre de pistons à l'étrier, parce que vous pouvez avoir un étrier 2 pistons, un étrier 4 pistons, 2 étriers 4 pistons, ça fait déjà 8. Plus vous montez au piston, plus effectivement il faudra que votre diamètre de piston de mètre cylindre soit grand. Si vous mettez un grand diamètre de mètre cylindre sur trop peu de pistons, s'il est trop grand par exemple, vous devrez déplacer beaucoup plus de liquide pour avoir une force. Il sera peut-être un peu plus facile à doser et il y aura moins besoin d'appuyer. Donc la plage d'utilisation sera plus réduite. Si au contraire, vous mettez un mètre cylindre plus petit, la course sera plus longue, mais la force sera démultipliée. En fait, c'est un ratio à avoir, un ratio entre le diamètre du piston, la surface d'appui du piston et la surface d'appui de vos étriers de frein. Ensuite, en dernier cas, on va pouvoir changer les étriers de frein.
Alors, changer un étrier de frein, ça peut vouloir dire, par exemple, sur le CB500, c'est un étrier à 2 pistons flottant. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 pistons d'un côté. Et c'est l'étrier, en gros, qui bouge sur un axe et qui fait que ça freine. C'est à l'ancienne, mais ça marche. Pour changer, par exemple, un étrier de frein sur un CB500, passer d'un bipiston flottant à un 4 pistons fixe, ça va coûter environ 500 €. Donc changer déjà les durites, c'est déjà amplement suffisant, sauf si vous faites de la piste ou quoi que ce soit. Et après, changer un étrier de frein par un étrier plus léger, par un étrier plus rigide, par un étrier avec plus de pistons, ça peut facilement monter, par exemple, du Béringer. Sur le CB500, l'étrier est à 500 €. Bon, 500 €, c'est le tiers du prix de la moto. Voilà. Après, effectivement, si vous faites de la piste, que vous voulez quelque chose d'encore plus efficace, de plus endurant, de plus léger, pourquoi pas. Pour de l'usage route, bon, hormis mettre de la belle pièce sur sa moto, je vois pas trop l'intérêt. Ensuite, effectivement, bien sûr, contrôler l'usage de vos disques. Hein. On a plusieurs types de disques. Tout au début, sur le 750 fours, par exemple, le disque était plein. C'était un disque en fond plein. On a passé par du disque avec des petits trous, comme vous voyez sur la plupart des motos. Les petits trous servaient en partie à refroidir, effectivement, mais aussi à garder la piste propre. La piste de freinage, ça s'appelle une piste. À garder cette piste propre, sans poussière, boue ou eau. Parce que quand vous rouliez sous la flotte et compagnie, ça s'accumulait près de la plaquette et votre freinage était moins efficace. Donc on a commencé à ajouter ces petits trous pour améliorer le nettoyage. Ensuite, effectivement avec les machines CNC à faire des disques wave. Vous savez, comme j'ai sur le 500, c'est des disques pas ronds, pas comme ça. Des disques wave. Ensuite, on a fait ce qu'on appelle des disques flottants. Alors le disque flottant sert à plusieurs choses, mais c'est principalement une histoire de dilatation. Quand le disque chauffe, il se dilate. S'il se dilate, il peut se tordre, et s'il se tord, il va faire... il va prendre plus d'épaisseur en fait. Et le risque, c'est qu'il repousse les plaquettes des pistons, et que quand toi tu vas arriver au bout de ta ligne droite avant ton épingle, et tu vas freiner, et qu'il n'y a rien, et il faut que tu refreines une fois ou deux parce que les plaquettes se seront écartées, tu te seras fait peur une bonne fois, et puis après, tu passeras sur du disque flottant. Et du coup, en fait, le disque flottant, la piste du disque n'est pas fixée avec la roue. C'est-à-dire que la piste est par des systèmes d'œillets, en fait, reliés au moyeu. Et du coup, ça veut dire que quand le disque chauffe, il peut se dilater un petit peu, ça doit être de l'ordre du 10e de millimètre, hein, mais il peut se dilater, prendre place, et prendre légèrement son jeu pour éviter ce principe de dilatation et de torsion. Donc voilà. J'espère que ce petit cours sur le freinage a été utile. Vous avez pu comprendre comment certaines choses fonctionnent. Vous avez pu répondre à certaines de vos questions. Si certains ont des motos comme moi de 20 ans par exemple, et qui trouvent que le freinage est pas ouf, c'est pas parce que ta moto est vieille, c'est peut-être parce que ta durite à l'âge de la moto. Voilà. Et effectivement, tu sentiras que quand tu changeras ta durite Avia, par exemple là-dessus, il faut que je la passe en durite Avia, tu sens que feeling là-dessus et le freinage de ça il est particulier. Je vais changer les durites Avia avant de partir en road trip avec celle-là. J'espère que la vidéo t'aura intéressé. Si vous voulez une partie 2, par exemple avec les aides au pilotage, l'ABS et tout, ta toile et tout qui sert à rien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Si t'as des questions, si t'as des remarques, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je vous remets dans la description le lien de la petite page Utip. Je pense par la suite mettre les bêtisiers sur cette page. Et puis voilà quoi. Et je vous fais à tous des bons gros V, bien massifs d'effets. Voilà.